Salut la gang, on est de retour avec Yann, un peu notre spécialiste de la suspension. Yann, on a d'autres questions qui sont venues des personnes qui écoutent nos vidéos. Puis je sais que c'est un peu ton dada, puis tu viens de faire ton buggy, fait que tu es très à jour dans la suspension. J'aimerais ça que tu me parles un peu de pourquoi les gens qui vont grossir le pneu, qui vont faire des kits de surélévation, qui vont lever le Jeep, les jacker comme on dit, pourquoi des fois le comportement du véhicule n'est pas nécessairement comme on le veut, même si on investit très cher dans une suspension? Y a-t-il plusieurs facteurs autres que ça? Bien, méchant bon point, Dave, sérieux. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on achète un véhicule, tout a été pensé, tout a été calculé, les angles sont vraiment maximisés pour le confort. Donc, tu sais, il y a des tests au niveau des États-Unis, au niveau du Canada, sur le roulis, pour pas que ça capote, etc. Fait qu'on arrive avec des géométries de suspension qui sont étudiées puis qui sont à point, qui fait que le véhicule va bien. Là, nous, on arrive, puis là, on va aller dans le bois, puis tu sais, ça passe plus. Fait qu'on met des gros tailleurs, on met un 2 pouces de lift, 3 pouces, 4 pouces. Puis là, tu te rends compte qu'un 3 pouces, bien, tu as des kits à 300$, puis tu as des kits à 5000$. Fait que là, tu te dis, bah, tu sais, prends-le à 300$, hein, c'est qui le cave. Puis là, ce qu'on se rend pas compte, c'est que tranquillement, on dénature un peu notre véhicule. Puis là, on commence à créer des problèmes. Où est-ce qu'il y a des angles, il y a des choses, il y a des manières que les suspensions sont faites, positionnées, qui va vraiment faire que le véhicule va bien. Puis nous autres, on va aller jouer là-dedans. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des comportements souvent routiers sur la route où est-ce que le véhicule va devenir imprévisible, le véhicule va devenir non confortable, désagréable. Puis, tu sais, on va vivre avec un peu parce qu'on se dit, bah, c'est beau, j'ai des gros tires, tu sais, mais ça en est quasiment dangereux. Fait que, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu de bricolage, Dave, aujourd'hui. Fait qu'on va expliquer un petit peu quel impact que ça peut avoir de changer la géométrie d'un véhicule d'une manière très simple, très sommaire, juste pour que les gens y comprennent c'est quoi qui se passe quand ça va pas bien. C'est bon? Fait qu'on va regarder ça. Ouais, c'est quoi l'impact, en fait, de changer des ingrédients de la recette, qui était déjà une recette qui marchait pour un véhicule stock, mais là, vous modifiez quelques ingrédients, fait qu'on va aller voir ça, que ça fait. Ouais. Fait que c'est ça, Dave. Fait que ici, là, on a fait un Jeep d'origine. En avant, on a une suspension stock. En arrière, on a un long arm, mais c'est pour la discussion de tantôt. D'origine, là, on voit que le bras de suspension est quand même assez parallèle au sol. T'sais, on va aller chercher 0, 5, 10 degrés à peu près. C'est ce qui est souhaitable. Quand on grossit les pneus, la première réalité, c'est que là, ça fesse dans les ailes. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, on veut jacker le véhicule. Fait que on met des spacers sur les springs, on achète des springs plus longs, puis on arrête ça là, puis on est convaincu que ça va bien aller. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, la roue va descendre autour du point de pivot ici du bras de suspension et on va voir comme ça. Première chose qu'on remarque, l'angle d'attaque du bras, le lower, le bras du bas, va changer. Au lieu d'être entre 5 et 10 degrés, on va tomber entre 15, 20, 25 degrés. Ça fait quoi, ça? Ça, Dave, là, c'est vraiment simple. OK? Quand là, il y a un impact sur la roue cherche évidemment à monter. Plus le rayon est petit, plus l'angle du bras va être important. Et ce que ça va faire, c'est que la roue, elle, pour qu'elle puisse monter, vu que c'est un rayon, bien, en montant, la roue, elle va devoir avancer dans l'aile. Donc, on le voit, là, la roue, elle avance. Donc, il y a une bosse qui veut passer, puis la roue, elle va combattre la bosse en essayant d'avancer. Fait que ça, ce que ça va faire, là, c'est que ça va faire beaucoup d'énergie qui va être transférée au châssis. Fait que ça va faire des bosses avec des impacts violents. On va le ressentir dans le châssis, comme si le Jeep voulait reculer quand il y a une bosse. Ça, c'est principalement dû à l'angle d'attaque. L'autre chose qu'on va voir, d'origine, et on a ici le caster. Le caster, c'est quoi? C'est l'angle de rotation de tes roues pour le steering. Donc, normalement, on va aller chercher, je ne sais pas, mettons 6 ou 5 ou 6 degrés. Les roues sont tout le temps un petit peu vers l'arrière. Ça, c'est pour amener le point de pivot du tire, pas au point d'impact, juste un petit peu en avant du point de rotation de l'asphalte. Ça, ce que ça fait, c'est que ça amène une direction qui est stable. Tu sais, on peut lâcher notre steering sur l'autoroute, puis il reste droit, c'est à cause de ça. En descendant notre tire, qu'est-ce qui arrive avec notre caster? Bien, on passe de 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus on se rapproche de 0, plus le pneu est sur le point de rotation de steering, et là, il devient extrêmement facile à faire tourner. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on va avoir un véhicule qui va être très instable. Tout d'un coup, notre steering damper, il ne fera plus la job. Tout d'un coup, on va commencer à faire du dead wobble. On va en parler, non, on n'en parlera pas. Fait que, ça va commencer à faire ça. Fait que,
Pour corriger ça, il y a plein de choses que tu peux faire. La première chose que tu peux faire, c'est que tu peux aller chercher un long arm. Le long arm, il va changer quoi? La plupart du monde, ils vont te dire « Moi, le long arm, c'est parce que je veux que ça flexe. » Un long arm, ça flexe, pas plus. Ce qui t'empêche de flexer, c'est tes joints. Donc, c'est sûr que c'est un bushing en rubber versus un joint, un Johnny Joint qui a 36 degrés de rotation de liberté. Ça va limiter ton flex. Le long arm, lui, ce qui sert à faire, là, c'est de changer l'angle. Plus ton bras est long, moins ton angle dans ton bras est important. Plus ton angle est faible, moins il y a d'énergie qui est transférée au châssis, parce que c'est envoyé vers le choc, plus tu vas avoir une douceur quand il va y avoir de l'absorption. Fait qu'à ce moment-là, on met des long arms parce que souvent, tu vas voir les gars, ils vont dire « Ouais, jusqu'à 2-3 pouces, t'es bon avec un short arm. » Parce qu'un coup que tu passes le 3 pouces de lift, là, tout d'un coup, le changement devient vraiment agressif, puis la wheelbase, ça diminue, puis ton tire, là, ton angle est tellement violente que la moitié, exemple, de la force va être transférée au châssis au lieu d'être envoyée au choc. Ça, c'est problématique. Fait que là, si je comprends bien, ça me donne rien de m'acheter une suspension de fou, de super bonne qualité. Si l'énergie n'est pas transférée dans ma suspension, c'est pas elle qui absorbe, j'ai gaspillé mon argent dans le fond. Ça me prend un setup qui va me permettre justement d'envoyer cette énergie-là à la suspension qui, elle, si elle est de bonne qualité, va faire la job. Exactement. Tu vas avoir des gars qui vont mettre des 2, 3, 4, 5 000 $ sur des chocs avec des géométries terribles. Ça ne changera rien. Le choc, là, lui, il est là pour absorber l'énergie. Mais si tu n'en envoies pas d'énergie, il ne fera rien. Ça ne changera rien. Tu l'envoies directement au châssis. Fait que ça, c'est problématique. Fait que ça, c'est au niveau du long arm, short arm. Parce que je pense que c'est un sujet qui est assez quand même discuté. Bon. Si on regarde maintenant au niveau, tu sais, on change le plan, là, on va face au véhicule. Ici, vous avez la drag link et la track bar. Bon, c'est quoi ces barres-là? C'est pas compliqué. Dans une suspension de Jeep en avant, là, il faut empêcher le différentiel d'aller droite-gauche. Il faut qu'il y ait quelque chose qui le tienne. Ça, c'est la track bar qui va faire ça. Donc, normalement, même chose, les angles d'origine sont quand même assez parallèles au sol, qui fait que quand on a un mouvement de suspension, bien, à ce moment-là, notre géométrie, elle ne change pas beaucoup. OK? Si on lève le véhicule et qu'on garde nos points d'attache, bien, plus on lève, qu'est-ce qui va arriver? Là, j'exagère juste pour qu'on comprenne, là. Mais le différentiel, il est plus centré. Fait que là, on arrive avec des volants qui sont croches. Fait que là, il faut réajuster le volant parce que on va avoir une erreur dans le dash au niveau de l'ABS. Parce que là, il dit, voyons donc, tu es tourné à 15 degrés, mais tes roues tournent à la même vitesse. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que là, il faut que tu ramènes ton steering. Fait que non seulement tu es décentré, mais tu as un angle de track bar, comme ton long arm et ton short arm, qui devient très agressif. Fait que ça fait quoi, ça? Premièrement, ça te prend une track bar ajustable parce qu'il faut que tu ramènes ton diff au milieu, ou sinon tu vas te promener sur la drift tout le temps sur l'autoroute. Hein? Puis l'autre chose, c'est que quand tu vas pogner une bosse étant lifté comme ça, le différentiel, il va bouger beaucoup droite-gauche. Fait que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, là, tu roules sur l'autoroute avec un véhicule lifté, tu pognes une bosse, tu as l'impression que tu vas changer de voie. Le véhicule, là, il se pitch à droite, il se pitch à gauche. Ça, c'est à cause de ça. Fait que ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'avoir un kit de suspension qui va ramener la track bar le plus parallèle au sol possible. Fait qu'on va avoir des kits de relocalisation de track bar au châssis, où on a des points d'attache plus bas, ou on va avoir des braquettes de track bar, parce que d'origine, là, c'est au niveau du tube. Fait qu'on va avoir des braquettes de track bar plus élevées qui fait que ton angle va être moins agressif, pareil comme ton short arm. Et là, tu vas retourner chercher une stabilité de châssis. Donc, le but, c'est d'être le plus parallèle au sol possible. Ouais. Fait que la track bar ajustable te permet d'ajuster toi-même selon l'angle que tu as perdu en augmentant la hauteur de ton véhicule. Exactement, en changeant les points d'attache si possible. Le point suivant, c'est la drag link. La drag link, c'est ce qui tient ton steering après ton knuckle, ce qui tient ta roue. Donc, c'est cette barre-là qui va donner le degré que ton pneu va tourner. Fait que si, même chose, quand tu lèves ta drag link abaisse, mais là, qu'est-ce qui arrive? Mais même chose. Quand tu pognes une bosse, si tes angles ne sont pas parallèles entre ta track bar, qui détermine le mouvement de ton différentiel, et ta drag link, qui détermine le mouvement de ta direction, donc s'ils ne sont pas parallèles, tu vas avoir des mouvements différents. Ça veut dire que quand ta suspension va cycler, ton steering va bouger. Fait que là, non seulement tu vas prendre une bosse, le châssis va être déporté sur le côté, mais en plus, l'angle de tes roues va changer. Fait que
Tu vas jumper, puis tu vas tourner les roues. J'exagère, là. Ouais. Mais tu sais, tu vas tasser le châssis, puis en plus, tu vas t'aligner dans le champ. Fait que là, ça fait un véhicule qui est super instable. Puis fais ça avec un derrière en plus qui est aussi pas bien ajusté, mais pas de la même manière qu'en avant. Mais là, tu as un véhicule qui devient extrêmement instable sur la route. Ouais, j'espère que vous comprenez qu'en fait, ça devient même dangereux sur le chemin. Puis on en voit beaucoup qui vont poser ces questions-là souvent, à savoir pourquoi mon véhicule se comporte comme ça. Il y a beaucoup de réponses style Facebook qui sont très rapides, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Surélever un véhicule, surtout en haut de 3 pouces, comme tu dis, on change une géométrie qui a été faite par des ingénieurs pour que ça marche bien. Les gens ne sont pas nécessairement des ingénieurs à la maison. Fait que, renseignez-vous comme il faut. C'est bien de savoir exactement, quand on modifie de quoi, c'est quoi les impacts réels sur le reste du véhicule au complet. OK. Mais là, Yann, je veux que tu m'expliques, dans le fond, que tu nous expliques aussi, c'est quoi la différence entre un kit très cher et un kit, justement, vraiment pas cher? Et où la différence? C'est sûrement pas juste les stickers ou la qualité de l'équipement, là, mais il doit avoir un but à ça. Pourquoi c'est plus cher? Ouais. La première chose, c'est sûr que souvent, il va y avoir des matériaux plus solides, plus de wall, des choses un petit peu plus résistantes. Mais à la base, ces kits-là ont été designés pour réparer un peu de ce qu'on a défait sur le véhicule. Fait que souvent, il va y avoir des bras ajustables. Donc, pourquoi est-ce qu'il va y avoir des bras ajustables? Quand on lift, on perd de la wheelbase. Fait qu'on permet d'allonger les bras pour que la wheelbase redevienne comme elle était. Ensuite, ajustable, ça va te permettre de positionner ton caster comme il faut. Fait que quand tu vas l'amener à l'alignement, le gars, il va pouvoir ajuster ton caster pour que tu ailles chercher ta stabilité de direction. Ensuite, il va y avoir souvent plus de braquettes. Fait que tu vas avoir des braquettes de relocalisation de trackbar. Tu vas avoir des drag-links flip. Donc, au lieu d'avoir en dessous du knock-out, tu vas l'avoir au-dessus du knock-out. Donc, le but de tout ça, c'est de ramener le plus possible près de la géométrie d'origine qui était la bonne, finalement, pour avoir la stabilité, surtout en route. En route, c'est un peu plus permissif, t'sais. Moi, je comprends. Dans le fond, c'est ça. La recette était gagnante. On a modifié quelques ingrédients, mais on veut le même goût à la fin. Fait que on achète un kit qui vaut la peine pour avoir les bons assaisonnements pour remettre la soupe au goût du jour. Good, merci. Mais là, quelqu'un... ça, c'est pour quelque chose qui est surtout un peu clé en main. On parle de Jeep, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Les Broncos vont avoir les mêmes choses, à part la suspension avant qui est différente. Sinon, côté buggy, toi, tu t'es monté une machine de guerre. Vous autres, vous partez de rien. Là. Comment vous faites pour calculer tout ça? Parce que c'est pas une recette qui est déjà faite. La soupe n'est pas déjà mélangée. Comment tu pars? De quoi tu pars? Ouais. La beauté avec un buggy, c'est qu'on n'a pas les restrictions de véhicule. Donc, quand on modifie un Jeep ou un véhicule ou un Toyota qui existe déjà, on est pris que des contraintes. Là, fait que tu vas avoir le châssis, il va avoir la muffler, il va avoir les vapes, il va avoir la tank à gaz. Fait que les points de suspension, souvent, on ne peut pas les changer. Fait qu'on est comme pogné avec ça. En buggy, c'est un autre game. Fait que là, on a la chance de pouvoir placer nos choses pas mal où est-ce qu'on veut. La question, comme tu dis, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Fait que la première chose qu'il faut que tu te poses, c'est ça va être quoi l'utilité de ce buggy-là? Ça, c'est vraiment important. Fait que, tu veux-tu un rock crawler? Tu veux-tu une machine de vitesse? Tu veux-tu une machine tout-terrain? Tu veux-tu une machine overland? Donc, c'est toutes des choses qui vont faire que tu n'auras pas le même genre de suspension. Donc, comme tout le monde le sait, là, il peut y avoir des four-links avec des track-bars, il peut y avoir des four-links simples triangulés, des four-links doubles triangulés, il peut y avoir des trailing arms, il peut y avoir des radius arms, il peut y avoir des A-arms. Donc, il y a plein de suspensions différentes et toutes ces suspensions-là ont leur positif, leur négatif. Fait qu'il faut vraiment comme... Moi, dans mon cas, je voulais une machine pour faire de la vitesse, absorber les bosses, beaucoup de débattements. Fait que moi, je ne pouvais pas me permettre d'avoir une track bar avec un différentiel qui bouge gauche-droite. Fait que tous les systèmes de suspension avec les track bars, ils ont été éliminés. C'est pas une suspension indépendante. Il a été éliminé. Tu comprends-tu? Ensuite, ça me prenait un four-link. Fait que là, le four-link, il faut qu'il soit étudié pour qu'il se comporte de la bonne manière. Donc, souvent, tu vas voir des gars dans le bois qui ont des bons chocs, qui ont des belles machines, mais aussitôt qu'ils se mettent, exemple, à monter une côte, ça rebondit, ça change de voie dans le bois, ça n'a pas de traction, ça fait juste... Il y a du monde qui font juste virer de saut, puis il y en a d'autres que ça ne vire jamais de saut. Pourquoi? Mais ça, c'est de la manière que le four-link est étudié puis qui est bâti. Et ça, pour y arriver, il y a des outils. Fait qu'il y a des outils qui sont disponibles même sur Internet. La première chose que je peux dire, c'est qu'il y a énormément de capsules sur YouTube. Donc, si vous allez voir Boston Knuckle Off-Road, qui est Jake Berkey, il a fait des capsules vraiment, vraiment spécifiques pour chaque sujet de suspension. Moi, c'est la première chose que j'ai faite, il y a 5-6 ans, j'ai commencé à regarder. Tu sais, l'anti-squat, le roll center, après ça, les motion ratio, les spring rate, les angles d'attaque, les upper, les lower, les ratios, les angles de four-link, toutes ces choses-là, il faut que ça soit étudié. C'est vraiment important. Dirais-tu que c'est
un des aspects que, justement, vu que tu pars de zéro avec un buggy, tu veux parler de contraintes, c'est-tu une des premières choses, justement, que tu vas commencer à mettre tes braquettes en partant? Bien, la première chose, tu sais, quand tu bâtis un buggy, c'est qu'il faut que tu établisses ta wheelbase. Tu veux-tu une wheelbase courte ou tu veux une wheelbase longue? Fait encore une fois, ça dépend de ce que tu veux faire. Fait c'est sûr que si tu aimes ça monter des côtes, bien, ça te prend une wheelbase longue. Hein, tout le monde l'a vu, un Jeep 4 portes, là, il y en a qui ne m'aimeront pas, là, mais un Jeep 4 portes, d'habitude, ça monte les côtes mieux qu'un Jeep 2 portes. Et quand tu vas dans le sinueux entre les arbres, puis il y a des roches, puis tu veux vraiment être capable d'avoir une machine manœuvrable, bien là, le 4 portes, il y a de la misère, parce que son rayon de braquage est plus long, il va faire la tortue, il va à côté, fait qu'à ce moment-là, une wheelbase plus courte, c'est désirable. Fait que, dépendamment, la première chose qu'il y a à établir, c'est quoi je veux comme wheelbase. Ça, c'est vraiment important. Donc, la wheelbase a été établie selon tes besoins, selon toi, ce que tu voulais faire avec ton propre buggy. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On calcule quoi, puis on s'enligne comment? Après ça, ce que tu vas faire, bien, tu vas déterminer deux choses. Tu vas déterminer la hauteur de ta belly. Donc, la belly, c'est le dessous du châssis. Donc, est-ce que tu veux un véhicule qui est haut, exemple, pour faire du rock crawl avec 27, 28, 30 pouces de belly, ou tu veux une machine plus de vitesse, où tu vas avoir moins des grosses roches à 15, 16, 17, 18, 20 pouces de belly. Donc, un coup, tu as déterminé ça et ta grosseur de pneu, bien important, mais tu du 35, du 40, 42, ça va tout affecter ta suspension. Un coup, tu as déterminé tout ça, bon, tu vas utiliser un outil qui s'appelle le 4-Link Calculator. Le 4-Link Calculator, tu vas sur Google, tu marques 4-Link Calculator, c'est un fichier Excel que tu downloads, et dans ce fichier-là, tu vas être capable de simuler un petit peu le comportement de ton véhicule. Donc, en entrant, là, les informations comme la masse du véhicule, le diamètre des pneus, ensuite la hauteur de ton centre de gravité. Bon, centre de gravité, tu vas me dire, oh, Yann, je calcule ça comment? Grosso modo, là, tu prends la hauteur du sol à peu près de la botte, du haut du bell housing de la transmission. Il y a des bottes qui tiennent ta transmission sur ton moteur. La botte qui est le plus en haut, tu mesures ça jusqu'à la hauteur du sol. C'est la hauteur normalement à peu près de ton centre de gravité. Fait que tu rentres ça. Ensuite, tu vas rentrer tes masses non suspendues, ce qu'on appelle le unsprung weight. En suspension, c'est bien important. Donc, le sprung weight, c'est le poids de tout ce qui est suspendu par ton véhicule. Donc, tout ce que les springs tiennent. Le unsprung, c'est tout ce que les springs ne tiennent pas. Différentiel, les pneus, une partie des links. Donc, tout ce qui n'est pas tenu par les springs. Avec cette information-là, tu vas être capable par la suite de rentrer des informations, de dire, bon, est-ce que je mets mes braquettes au différentiel flush au tube, en dessous du tube? Est-ce que j'y mets ceux du haut 2 pouces au-dessus du tube, 4 pouces au-dessus du tube? Donc, tu vas être capable avec ce logiciel-là de tout rentrer ces données-là, puis de faire des hypothèses. Et un coup que tu as rentré la localisation de tes braquettes en hauteur et en largeur par rapport au centre de ton différentiel, ça va te donner des chiffres. Ça va te donner, premièrement, ton anti-squat. Ça va te donner ton roll center. Ça va te donner aussi comment est-ce que tous les composants de ta suspension vont changer durant le cycle de ta suspension. Donc, si tu dis, Yann, j'ai 20 pouces de travel, 8 pouces de up, 10 pouces de down, exemple, ça fait 18, parce que la beauté d'un buggy, c'est que tu peux choisir tout ça. Hein? Bon, mais un coup que tu as ça, tu vas pouvoir regarder, bon, comment est-ce que l'anti-squat se comporte, comment le roll center se comporte, puis comment est-ce que mon pinion angle, donc l'angle de mon pignon par rapport à mon transfer case, va varier durant tout le cycle. Et là, par essai-erreur, tu vas être capable de trouver la situation idéale. OK? Bon. Là, ça, c'est une autre capsule qu'il faudrait faire. C'est quoi l'anti-squat idéal? C'est quoi les roll center idéal? C'est quoi les pinion angle idéal? C'est quoi? Ça, là, c'est compliqué, mais grosso modo, là, ça te permet vraiment d'avoir la suspension adaptée à ce que tu veux faire. Vraiment adapté à ton besoin. Ouais. Mais là, ça veut dire que si je me fie à ça, c'est-à-dire que les équipes de course professionnelles, ou peu importe toi dans l'avenir aussi, toutes les fois que tu vas vouloir changer, là, on change drastiquement de grosseur de pneus pour le fun. Normalement, tu devrais remodifier, recalculer tes choses, peut-être remodifier tes attaches de suspension et tout ça. Oui. Bien, ça c'est un bon point. Et la première chose que je vais te dire, c'est qu'il y a beaucoup de ces valeurs-là qu'on met dans le calculateur qui sont estimées. Fait que, moi, j'ai des chums qui me disent « Oh, mais Yann, tes calculs, là, c'est pas la réalité. Là, parce que si tu as de la bouette dans la valise, ça ne marchera plus. C'est quoi? » Bon, fait il y a bien des affaires là-dedans qui sont estimées. Fait que ce qu'on va souvent suggérer aux gars qui font des buggy au début, c'est d'avoir des braquettes pour les bras de suspension du haut, au châssis,
ajustables. Fait que les gars, ils vont mettre des braquettes avec 3, 4 trous espacés à tous les pouces. Et ça va te permettre de changer l'angle, si on veut, de ta suspension. Donc, ça va affecter ton anti-squat. Ça va affecter beaucoup comment ton véhicule va se comporter. Fait qu'on ne peut pas vraiment être 100% précis parce que ce n'est pas une modélisation complète de véhicule, exemple avec SolidWorks, mais ça va te permettre au moins d'avoir un point de départ. Puis par la suite, en conduisant, tu vas dire « je trouve qu'il fait trop ça, je vais y redonner un pouce un peu. » Puis là, tu vas trouver ton sweet spot. Puis par après, soit que tu laisses les braquettes là ou que tu te ressoutes des braquettes permanentes à ces places-là. T'sais. Mais les gars, vous allez le voir souvent, comme les dragsters, ces braquettes-là, ils ont 4 à 6 trous, tout ajustables, pour pouvoir aller chercher le comportement, soit en fonction d'un terrain différent, d'une course différente, ou d'aller chercher le sweet spot, vraiment essai-erreur. Ouais, de ne pas être obligé de tout refaire, de ressouder des braquettes à chaque fois. Mais dans le fond, il faut comprendre qu'on part de zéro. Il faut, même si c'est des estimations, il faut quand même partir à un moment donné par quelque chose. Donc, ce qui est le best sweet spot pour un ne va pas être le même sweet spot pour un autre. Tout le monde a sa petite recette. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui vont se démarquer comme à King of Hammer, par exemple. Il y en a qui ont trouvé le sweet spot, le véhicule fait bien avec ce kit-là, cette suspension-là, de la façon qui est ajustée. Donc, comme tu dis, là, tu as des estimations, tu as des chiffres, mais quand tu as fini ton café puis tu retournes dans le garage, tout est ces tablettes, puis en fait, tu as des calculs, tu as des chiffres, mais comment tu assembles le gâteau? Bon, là, ça devient un petit peu... il faut que tu sois créatif. Donc, ce que tu vas faire, et là, il y a du monde qui vont rire de moi encore une fois, c'est que tu vas te créer, si on veut, des points d'attache virtuels. Donc, tu vas les créer, ils vont tenir avec la ficelle, ils vont tenir peu importe. Et moi, je m'étais fait des links avec des tuyaux d'ABS. Donc, tu sais, des tuyaux de plastique, ça ne coûte pas trop cher. Fait que là, tu regardes ce que ton calculateur, il te sort, il te donne tes longueurs de link. Fait que là, tu dis, OK, ça me prend un 39,5, ça me prend, tu sais, blablabla, puis tu les coupes. Puis là, ben, tu vas les mettre sur tes différentiels, tu places ta wheelbase dans ton garage, tu mets ton moteur à peu près où est-ce que tu veux le mettre. Tu veux qu'il soit plus centré, plus reculé, plus sur le diff. Tu places ton moteur pour affecter ton centre de gravité, et là, tu te mets à voir tes lignes qui arrivent où. Et là, tu te dis, bon, ça a du sens ou ça n'a pas de sens. Si ça a du sens, la prochaine étape, là, n'oublie pas, là, ton moteur est sur une table, donc tu as ta belly. Parce que normalement, le moteur est flush à la belly à peu près plus ou moins 1 pouce. OK? Fait que là, tu as ta belly. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes 2 différentiels, puis tu vas les monter à la hauteur que tu veux. Donc, tu dois créer ce qu'on appelle ton full bump. Donc, la suspension complètement écrasée. Fait que là, tu dis, bon, moi, je voulais, mettons, j'avais 17 pouces de belly, je voulais avoir 10 pouces d'up travel. Fait que là, tu mets 17 pouces, plus 10 pouces, tu mets tes diffs à 20 pouces du sol, avec la wheelbase à peu près qui t'offre encore ce que tu as dit, puis là, tu remets tes links. Et là, tu regardes, bon, ça marche-tu? OK, ma triangulation, elle passe. OK, toutes mes links, là, ça marche tout le temps, parce qu'il n'y a pas de bugging encore. Tu comprends-tu? Fait que là, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils font leur bugging, puis après ça, ils font leur suspension. Non. Il faut que tu fasses ta suspension full bump. Pourquoi full bump? Parce que c'est là que ça va accrocher. Fait que tu en montes le plus haut possible, tu places tes pignons pour que tes angles de transfer case et de pignon fonctionnent avant-arrière. Ça pourrait être un autre sujet. Puis un coup, tu as atteint ça, tu mets tes links en ABS, et là, tu bâtis ton buggy. Tu bâtis ton buggy où est-ce que les diffs sont. Fait que là, tout d'un coup, tu dis, ah, Colin, j'arrive à ça que mon diff monte 4 pouces de plus, mais je fesse dans le moteur ou je fesse dans le winch. Bien là, ton winch, là, ton diff, il est déjà à sa place. Fait que tu vas mettre le winch où est-ce que ça passe actuellement. Puis, mec, tu le ramènes à son ride height, ton buggy va exister, il va tout être beau, puis tout va clairer. Parce qu'en fait, le plus important dans des types de buggy de main, c'est ta suspension. Fait que le reste, lui, il peut bouger, mais ça, tu peux pas la tricher parce que c'est ça qui va te donner la performance. Tu sais, la winch, qu'elle soit décentrée ou qu'elle soit ailleurs, elle va faire son travail, mais la suspension, elle, c'est vraiment important qu'elle soit précise. Là, tu as toutes fait ces étapes-là, mais c'est du temps. C'est tu retournes, tu resets, tu retournes, tu coupes. Puis à partir du moment, comment tu sais que, bon, c'est là, on soude, puis ça va être là, puis on va le voir, mais que ça marche. Là. Bien, tu sais, c'est sûr que là, plus que tu bâtis, plus que ton concept commence à prendre forme. T'sais. Fait que là, tout d'un coup, tu vas te dire, ouais, mais tu sais, finalement, mes bras en arrière, je les ferais peut-être un petit peu plus longs, puis mes bras en avant un petit peu plus courts parce que j'ai pas de place pour mes jambes. Fait que tu sais, je veux dire, m'asseoir dans une boîte de carton avec un bottin téléphonique en dessous des fesses, puis tu sais, essayer de deviner où ça fait partie de la game. Fait que tu crées un peu, tu t'assures de ne pas trop souder vite, tu tacs, puis au pire, ben, c'est erreur et c'est erreur et c'est erreur. Mais tu sais, avec la suspension complètement écrasée, tu es capable de mettre ton moteur à bonne place, tu es capable de passer tes mufflers à bonne place, tu es capable de mettre ton radiateur à bonne place, tu es capable
d'avoir tes angles de drive shaft. Est-ce que je vais dépasser l'angle maximum que je vais atteindre avant que mon drive shaft brise ou qu'il binde? Normalement, là, tu es vraiment capable de tout avoir. Fait que, tu sais, tu le fais temporaire, tu le tacs, puis tu vis avec. Tu sais, je vais te donner un exemple. Mon buggy, je suis super content du résultat, mais il n'y a pas de place pour mes pieds, Dave. Tu sais, il a fallu que je coupe ma pédale à break en deux, ben j'ai pas vu assez loin, tu sais. Le prochain va être mieux, là, qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir en cours de route, il va y avoir des segments de nez, là, il va y avoir des surprises, mais ça reste que c'est une création de A à Z de la personne. Fait que c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, normalement, pour créer des machines, loin d'être aussi performantes, il y a un paquet d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Là. Puis, tu sais, toi, tu réussis à faire ça toi-même, fait que c'est super impressionnant. Ouais. Tu sais, je t'ai pas parlé encore de choc, hein? Je sais pas si tu as remarqué. Ouais. On parle de suspension, ça fait quoi, 5-10 minutes, là? Et je n'ai pas parlé de choc encore. Les chocs, là, c'est ce qui contrôle la suspension. Ce n'est pas la suspension. La suspension, c'est un tout. Et le choc, souvent, on met tout le focus là-dessus, mais tant qu'à moi, c'est le moins important. Parce que si tu beau avoir les chocs les meilleurs du monde, si tu n'as pas une bonne géométrie, ça ne donne rien. Ouais, comme on disait tantôt, dans le fond, pour que cette énergie-là soit absorbée par ce choc-là, ben, il faut que la géométrie soit bien faite, sinon c'est de l'argent aux poubelles. Donc, la gang, comme vous voyez, on aurait pu en faire très longtemps. On va faire d'autres chroniques. C'est extrêmement intéressant. On voulait surtout que vous compreniez que c'est parfois plus compliqué qu'on le pense. Puis souvent, on va aller acheter des kits qui valent très cher. Puis en fait, on n'ira pas tirer le plein potentiel de ce kit-là, justement parce qu'il y a d'autres composantes, d'autres personnes qui viennent interférer, pas personnes, autres pièces qui viennent interférer avec ça, qui nous empêchent de vraiment profiter pleinement de notre kit. Donc, c'est important de faire nos devoirs un peu, de faire des recherches. Puis, Crime, merci beaucoup de tout ton savoir, Yann. C'est super intéressant. Super le fun, Dave. Merci. Fait que la gang, on se repogne dans une prochaine chronique super prochainement. Super prochaine.